Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter le Cinema 50 en détail. On va faire un setup complet pour voir comment on le règle dans le menu. Donc on va faire ça à l'écran. Vous allez avoir tous les détails et toutes les explications du menu d'un Cinema 50 Marantz. Donc une fois que vous avez déballé votre produit, ce que je vous conseille c'est de brancher les antennes Wi-Fi ou si vous allez l'utiliser qu'en RJ45, en RJ45, mais si vous utilisez le Bluetooth, je vous conseille quand même de les mettre. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'on va brancher le secteur sans l'allumer. On va directement brancher sa télé sur la prise ARC de son téléviseur qu'on va mettre à l'arrière de son ampli sur la prise ici blanche qui est moniteur 1 ARC de manière à avoir le menu qui va apparaître à l'écran. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller naviguer dedans et faire tout le setup pas à pas. Donc une fois que vous avez connecté votre AVR à votre télé sur la prise ARC de votre télé, vous avez le menu qui va apparaître à l'écran et qui va vous demander de choisir votre langue. Donc là on va choisir français, ça sera un peu plus simple pour nous. Donc pour faire une bonne configuration, il va falloir passer par l'assistant pour faire tout ce qui est calibrage, sélectionner les sources, etc. Donc là on va passer par le menu, on va faire suivant. Ensuite, l'étape 2, on vous dit ce qui est inclus dans le carton. Donc vous voyez une télécommande, des piles, un microphone de calibration, un pied de microphone, une antenne Bluetooth et Wi-Fi, ce qui vous permet de connecter votre système à votre réseau. Et maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On a ici tout ce qui est vendu séparément. Donc il vous faut des enceintes, des câbles d'enceinte, un câble HDMI, un câble audio-vidéo si vous utilisez des périphériques qui ne sont pas en HDMI vidéo, et bien sûr câble Ethernet et des appareils sources. On va continuer. Dans cette sélection, on va vous décrire comment positionner vos enceintes et quels sont les noms donnés à chaque enceinte. Ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'est une enceinte avant hauteur, une enceinte avant plafond ou arrière plafond. Donc ici, vous allez avoir un détail précis de tout ce qui correspond à votre installation. Donc ici, on va avancer et on va placer chaque enceinte à l'endroit souhaité dans la pièce. Et si on a besoin d'aide, on va pouvoir aller directement dans le menu d'aide, ici. Et là, vous avez une explication pour tout ce qui est enceinte, ce qu'on appelle enceinte de sol. C'est toutes les enceintes qui vont être posées sur votre sol, sur votre parquet. Donc ici, on va avoir toutes les enceintes au sol, donc qui vont avoir les effets de sol. Donc on a les deux enceintes avant droite et avant gauche qui sont ici à côté de l'écran. On va avoir ici l'indication de la position de l'enceinte centrale qui doit être sous la télé. Ou sous l'écran. Le conseil que je peux vous donner, c'est de le mettre le plus proche de votre télé pour que vous ayez la sensation que les dialogues viennent de votre télé, de ne pas le placer complètement à droite ou complètement à gauche. Bien centré sous la télé, c'est très important. Ensuite, on va avoir les réglages, les informations des surrounds, où positionner les surrounds dans la pièce. Donc souvent, les surrounds vont être droite-gauche du canapé, ou dans un cas 5.1, elles vont être un peu plus à l'arrière du canapé. Là, on va faire un système un peu plus complet avec 7 enceintes au sol. Donc là, on nous indique quelles sont les enceintes arrière, surround, back. Donc ici, on les voit indiquées en surligné bleu. Et on peut avoir aussi la position des caissons. Donc ici, on voit les deux caissons frontaux. Et si on va plus loin, on a aussi la position des deux caissons arrière si on veut un système complet à 4 subwoofers, comme peut le faire le Cinema 50. Donc vous voyez ici, si on utilise plusieurs subwoofers, où positionner vos caissons. Alors, ce n'est pas un positionnement 100% exact, vous pouvez les déplacer légèrement dans la pièce et choisir d'autres positions pour les caissons de basse, mais c'est pour vous donner une indication d'à peu près où vont se situer les caissons. Vous pouvez également définir plusieurs possibilités. Donc, lorsque vous utilisez plusieurs subwoofers, vous pouvez faire 2 subwoofers, 2 à l'avant et 1 à l'avant et 1 à l'arrière, ou 1 à l'avant et à l'arrière, 3 subwoofers, 2 à l'avant et 1 à l'arrière, ou 4 caissons de basse, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Donc voilà toutes les possibilités qui sont offertes avec la gestion des 4 subwoofers. L'intérêt de ça, c'est que les caissons de basse génèrent beaucoup de basses, et la basse est une courbe très longue qui génère beaucoup de problèmes acoustiques dans une pièce. Donc plus on multiplie les caissons, au lieu d'avoir un énorme caisson qui va pouvoir générer ce qu'on appelle des creux et des ventres dans un système audio, et qui va générer des zones où vous n'allez pas avoir de basse et des zones où vous allez en avoir trop, vous pourrez mieux répartir les graves dans la pièce avec plus de petits caissons, entre guillemets, quand je dis petits, qui sont un peu moins performants, mais qui vont tous ensemble avoir une bien meilleure restitution dans la pièce. Donc ça va vous éviter d'avoir tous ces creux et ces ventres,
et vous allez pouvoir bénéficier d'une belle basse sur tout l'ensemble de votre pièce. Ensuite, on a une indication pour ce qu'est les enceintes de plafond et de hauteur. Donc on va voir ici qu'on a plusieurs positions, on voit qu'on a plusieurs schémas possibles. Là, vous voyez qu'ici on a 6 enceintes plafond. Donc là, on peut avoir des enceintes avant hautes. Vous voyez qu'elles sont marquées en bleu. On peut aussi avoir des enceintes avant plafond, ça veut dire qu'elles sont au plafond, donc elles ne sont pas juste au-dessus des enceintes principales. Et elles vont être, c'est souvent des enceintes qu'on va encastrer dans le plafond si on a cette possibilité-là. Ça permet d'avoir un système beaucoup plus esthétique chez soi. Ensuite, il y a les centres plafonds, qu'on voit ici en bleu, et on a aussi les arrières plafonds. On va avoir les surrounds hauteurs, et également la position des hauteurs arrière qui vont être matérialisées ici en bleu. Donc voilà toutes les possibilités. Dans d'autres cas, on peut aussi, dans d'autres formats audio, utiliser une centrale hauteur pour renforcer l'effet de centrale et avoir une diffusion de la centrale en haut et en bas pour avoir une présence des voix plus prégnante et avoir beaucoup plus de détails et d'intelligibilité, et avoir surtout des dialogues qui vont bien remplir la pièce et l'écran. Et bien sûr, on a aussi une surround plafond centrale qui est ce qu'on appelle dans certains systèmes audio la voix de Dieu, qui permet dans le système Auro 3D d'avoir une troisième sphère au-dessus et d'avoir un système encore plus englobant dans le système 3D audio. Ensuite, si vous utilisez des enceintes qu'on appelle compatibles Dolby Atmos, il existe différents types d'enceintes Dolby Atmos qui correspondent souvent à votre fabricant d'enceintes. Beaucoup de fabricants d'enceintes en ont. C'est des enceintes qu'on vient poser directement au-dessus de votre enceinte principale ou de vos surrounds et qui vont avoir un angle bien précis, qui vont diffuser le son vers le plafond avec une inversion de phase, et ça va vous permettre, avec la réflexion du plafond, d'avoir la sensation d'avoir une enceinte au plafond si vous ne pouvez pas en installer. Donc ça, c'est une solution très pratique, mais qui nécessite d'avoir ces enceintes spécifiques. Donc là, on peut savoir ce qu'on veut utiliser avant haut et avant bas, et on va vous montrer comment les positionner sur les enceintes principales ou sur les surrounds. Donc vous avez ici plusieurs choix de configuration pour les intégrer. Pareil pour les surround back. Donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités avec cet ampli. Vous avez accès à énormément de choix d'enceintes et de configurations. Donc là, on a vu à peu près l'aide au placement pour savoir comment ça se passe. On va retourner dans le menu d'installation. On va faire suivant. Là, l'ampli va nous demander combien d'enceintes on va utiliser dans notre configuration. Donc ici, on peut choisir, est-ce que je vais utiliser 9 enceintes, puisque l'ampli a 9 canaux d'amplification. Donc on a 9 amplificateurs qui vont chacun pouvoir attaquer une enceinte ou travailler avec une enceinte. Donc là, on va dire oui. On ne compte pas les subwoofers là-dedans puisque ce sont à part. Donc, on peut dire que là, je vais utiliser mes 9 amplis internes. Si on veut rajouter 2 enceintes supplémentaires pour faire du 11 canaux, on peut rajouter sur cet ampli un bloc de puissance pour pouvoir gérer jusqu'à 11 enceintes dans la pièce. Donc là, il faudra un élément externe qu'on viendra brancher sur l'ampli sur les external in, sur les pre-out, pour pouvoir avoir des front left, front height ou comme on veut. Donc on va pouvoir encore augmenter les possibilités de connexion d'enceinte. On peut les utiliser en hauteur 2, en front, ou bien sûr on peut les utiliser, dans mon cas je ne vais pas le faire, on va faire une configuration classique en 9 points d'enceinte. On va connecter les câbles, donc ici pareil vous avez une aide pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment on connecte des enceintes. Ici on voit une représentation d'un bornier d'enceinte à l'arrière, donc avec le positif et le négatif, donc plus et moins, et on va respecter cette connexion sur l'ampli, sur le bornier plus en rouge et sur le bornier noir en moins. Donc on va retrouver les mêmes codes couleurs sur pratiquement tous les produits du marché. Ce qu'il peut y avoir, c'est que vos câbles d'enceinte ne sont pas tous indiqués de la même façon, avec du câble rouge et noir. La plupart du temps, on a des câbles ou blancs, ou gris, ou autres couleurs. Mais à chaque fois, il y a un élément qui permet de les distinguer. Alors, ou
Sur un câble blanc, on va souvent avoir un petit marquage sur l'enceinte, ça va être le nom de la marque, etc., qui va être que sur un des deux brins. Donc ça va vous permettre de repérer le brin que vous allez utiliser en positif, ou une couleur différente, ou une forme différente. Donc vous pouvez avoir une section carrée et une section ronde. Donc là, vraiment, toutes les possibilités de câbles existent. Et je vous conseille de bien regarder et de faire attention à la côté positif et négatif de votre branchement. En continuant, on va vous expliquer qu'il faut connecter le plus au moins, et le plus au plus, pardon, et le moins au moins, de manière à avoir une bonne phase. De manière à ce que l'enceinte ne rentre pas, le HP ne rentre pas dans l'enceinte et qui pousse le son vers l'extérieur. Ensuite, on va vous expliquer comment séparer les extrémités du câble. Ça, c'est assez simple. Le dénuder sur 10 mm. Et le conseil, c'est de torsader les brins de manière à avoir un meilleur contact et éviter d'avoir un brin qui vient toucher le châssis de l'ampli quand vous allez le rentrer dans le connecteur. Donc pour l'entrer dans le connecteur, c'est simple. Il suffit de desserrer la borne, venir enficher le câble entre la borne et le support, et de resserrer la borne de manière à ce que ceci soit bien stable. Une fois que ça c'est fait, on a un bon contact. Il faut éviter qu'il y ait un brin qui touche le châssis. C'est la seule chose, c'est pour ça qu'on vous conseille de les torsader. Vous pouvez également utiliser des fiches bananes en enlevant les petits capuchons qui sont à l'arrière des bornes. Ensuite, on va nous indiquer comment connecter les enceintes. Donc là, vous pouvez le faire l'ampli allumé. Il faut savoir que l'ampli a éteint tous les étages de sortie, donc vous pouvez suivre le mode d'emploi à l'écran pendant que vous connectez vos câbles. Donc là, on va le faire en simultané. On va connecter l'enceinte avant droite à la borne Front 8 de la VR, qui est ici marquée en rouge et qui vous permet de ne pas vous tromper. Vous avez un sticker dans le carton qui vous permet de mettre un label sur vos câbles et de pouvoir les repérer en cas de débranchement ou si vous avez commencé à tirer tous vos câbles, ça sera plus facile pour les repérer. Pareil pour l'avant gauche, qui est marqué ici Front L sur un bandeau blanc. Pareil pour la centrale. Est-ce que vous avez une centrale? Oui, non. Je vous conseille d'en utiliser une. C'est comme ce qui va être 80% de la restitution du son des films. Il faut savoir que beaucoup d'éléments se passent dans la centrale, puisque la plupart des dialogues sont diffusés par la centrale. Donc, idem pour la centrale. Et on va faire ainsi de suite pour chaque élément. Donc là, on va nous demander si on veut connecter des surandes. Pareil, je vais connecter mes surandes. J'en ai, oui. Et je vais connecter mes surandes sur les borniers correspondant au code couleur. Ensuite, est-ce que j'ai des surandes pour le plafond? Pour le fond de la pièce, pardon. Donc là, est-ce que j'ai des surandes back? Oui. Là, je vais utiliser des surandes back. Je vais me mettre en 7.1. Est-ce que j'en ai une? Je peux très bien choisir d'en mettre qu'une seule pour en surrend back, ou je peux en mettre deux. Dans mon cas, ici, j'en ai 7. Donc je vais mettre 2 à l'arrière. À l'étape suivante, on continue à les connecter. Donc là, on va le faire en simultané. Et pareil, combien d'enceintes plafond hauteur ou compatibles Dolby Atmos avez-vous? Moi, je vais dire que j'ai une paire. Donc là, je vais être à 7 plus 2, je serai à 9. Comme je n'ai pas de bloc de puissance supplémentaire, je ne pourrai pas en rajouter 4. Il me faudra un bloc de puissance supplémentaire pour pouvoir faire la configuration avec 4 enceintes. Est-ce que j'ai des enceintes hauteur dans ma pièce? À vous de choisir. Si vous voulez faire du Dolby Atmos, de l'Euro 3D, de l'IMAX, du DTS:X, il vous faudra des enceintes hauteur ou des enceintes Dolby Atmos avant. Donc là, moi, je vais dire oui, je vais mettre 2 enceintes. Dans mon cas, je ne vais pas utiliser des avant-hauteurs, j'ai des enceintes intégrées au plafond, donc je vais utiliser mes avant-plafonds et je vais connecter mes avant-plafonds. Là, vous avez vu que l'ampli passe à un autre menu. Je vais connecter mes enceintes rapidement sur mes avant. Est-ce que j'ai un subwoofer? La même question, je vais connecter mon subwoofer. Est-ce que j'en ai un, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4? Là, je vais dire que j'en ai 2, parce que j'en ai mis 2, mais je peux aller jusqu'à 4. Est-ce que je veux les utiliser en mode standard ou directionnel? Donc, si je me mets en standard, ça va sortir des graves en standard, droite-gauche, à l'avant, c'est du signal mono, donc les deux vont fonctionner avec des courbes différentes parce qu'ils vont être traités par le système Odyssey qu'on verra un tout petit peu plus tard, qui va faire une calibration de manière à équilibrer la tonalité entre les deux. Ils vont tous les deux avoir des fréquences différentes, mais de manière à parfaitement remplir la pièce. Si je veux les utiliser en directionnel,
ça va être un peu différent. En directionnel, par exemple, le caisson ici à gauche va travailler les graves du côté gauche. Donc il va prendre une partie des graves de la centrale et de l'enceinte de gauche. Et pareil pour le caisson de droite, il va prendre une partie du son de la centrale et de l'enceinte de droite. Donc automatiquement, on aura des graves qui vont être liés aux enceintes et qui vont être le lien entre la partie droite ou la partie gauche du son. Si j'ai 4 enceintes, je pourrais faire la même chose avec les surrounds. C'est-à-dire que je pourrais avoir des caissons qui vont travailler avec les surrounds ici gauche et surround right ici de l'autre côté. Donc ici, je vais pouvoir avoir un mode totalement directionnel. Ça veut dire que le caisson sera attaché à un côté de la pièce dans la diffusion audio. Là, je vais me mettre en mode standard, parce que j'ai une configuration avec 2. Et là, on m'indique où connecter mes subwoofers. Donc ici, le premier subwoofer, je vais le mettre sur subwoofer 1. Et je vais aller un peu plus loin. Ici, je vais mettre mon deuxième subwoofer sur subwoofer 2. Si j'en avais 4, ça serait ainsi de suite avec le 3 et le 4. Donc là, on a un petit récap de ce qu'on a connecté et ce qu'on veut utiliser. Donc j'ai des avants, une centrale, deux subwoofers, pardon. J'ai mon mode subwoofer que j'ai réglé en standard. J'ai mes surrounds, j'ai mes 2 enceintes arrière et j'ai mes enceintes avant plafond. Donc maintenant, on me demande de régler mes subwoofers à 30% de leur puissance. Ceci, ça va permettre de faire l'étalonnage ou la calibration Odyssey par la suite, de manière à ne pas démarrer avec un niveau trop fort. Odyssey, si ce n'est pas assez fort, viendra compenser ou me demandera de compenser le niveau sur les caissons un peu plus tard. On va continuer. Donc vous voyez, l'ampli a démarré. Donc là, je ne touche plus à mes câbles puisqu'il y a du courant qui sort sur les borniers. Et il va me demander pour chaque enceinte, si j'entends le son, vous entendez le ting-ting-ting qui passe sur l'enceinte avant gauche et ainsi de suite pour chaque enceinte. On va vérifier que toutes mes enceintes sont connectées. Donc là, ça me permet de vérifier que j'ai bien fait mon câblage sur tout mon système et ainsi de suite. Donc on va passer vite parce que je suis à peu près sûr de ce que j'ai fait. Et pareil pour mes plafonds. Ensuite, on va tester le niveau de mon subwoofer. Donc vous voyez que mon subwoofer démarre. Et j'ai un petit son dans mon subwoofer, je l'entends. Et j'ai un autre son dans mon subwoofer 2, je l'entends. C'est parti. Donc maintenant, on va faire la calibration Odyssey. Pour ce faire, je vais utiliser ou ma colonne en origami qui est fournie dans le carton et je vais pouvoir le faire et je vais pouvoir faire le montage ou un pied micro de manière à être plus autonome et plus facile et plus flexible dans les réglages. Donc ça on peut le faire. J'ai oublié de vous montrer un détail, c'est qu'ici très rapidement on voit le montage de la petite tour origami pour s'en servir en tant que pied micro qui est fourni dans la boîte. Donc c'est assez simple, on a 3-4 étapes pour arriver et fixer son micro dessus pour pouvoir mettre son micro à hauteur d'oreille à sa position d'écoute. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir continuer. On va maintenant brancher notre micro à notre ampli et on va commencer la calibration du Cinema 50. Donc là, j'ai ouvert ma trappe, j'ai connecté mon micro à la prise micro avec le mini jack. Et vous voyez que maintenant, le mode suivant est apparu. Sans connexion, je ne peux pas aller plus loin. Donc, on va avancer, vu que j'ai connecté mon micro. J'ai bien positionné mon micro en position 1, qui est la position d'écoute principale. Donc, vous voyez qu'ici, on va faire une mesure en position principale qui va donner tous les éléments de distance, de niveau, etc. Par rapport au système. Et ensuite, on va avoir des calibrations intermédiaires. Grâce à de la logique floue, on va pouvoir avoir une position 2, une position 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc au minimum, je vous conseille d'en faire 4 pour avoir une bonne calibration. Si vous pouvez aller jusqu'à 8, ce qui prend un peu plus de temps, je vous conseille d'aller jusqu'au 8. Plus il y a de mesures, plus le système sera performant. On va regarder en détail ce qu'il nous conseille. En fait, ce qui est très important, c'est qu'il faut prendre son micro et le placer sur son canapé à hauteur d'oreille. Une fois qu'il est à hauteur d'oreille, on est dans le bon système. Le seul défaut qu'on peut avoir, c'est souvent on a des canapés qui sont collés contre le mur. Et si on place son micro à hauteur d'oreille contre le mur,
eh ben, on va être à moins de 50 cm du mur arrière. Donc je vous conseille de redécaler votre micro de 50 cm vers l'avant parce qu'en fait sinon le micro va prendre toutes les réflexions du mur arrière qui vont venir perturber le signal direct. En fait ce qui est important c'est que nous on capte le signal direct en premier, ensuite on va capter les réflexions pour corriger l'acoustique de la pièce, mais si on chope ce qu'on appelle la réflexion arrière plus fort que la réflexion directe, la calibration ne va pas être très performante. Donc il faut faire bien attention à ce que votre micro soit à minimum à plus de 50 cm d'un mur, que ce soit à droite, à gauche ou à l'arrière. Maintenant, on va pouvoir lancer le test, je pense. Donc une fois que c'est fait, on est d'accord. On doit par contre respecter un silence absolu, puisqu'en fait le micro va mesurer les dynamiques, les réflexions par rapport au silence de la pièce. Donc il faut essayer d'être le plus silencieux possible et éviter qu'il y ait des travaux dans la rue ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, il faudrait mieux remettre un tout petit peu plus tard la calibration. Donc là maintenant, on va pouvoir lancer le test. C'est parti. Donc vous voyez que là, il va tester les niveaux de sortie des caissons de basse. Et il va nous indiquer si votre caisson de basse est équipée de niveau machin, on va pouvoir régler son niveau pour pouvoir faire la calibration. Donc vous voyez ici, quand je parle, je vais rajouter de la dynamique puisque ma voix descend assez bas et en fait le micro va le capter. En fait il faut être en vert. Si on est en vert, le caisson de basse est bien réglé. Si je fais du bruit, vous voyez que je monte et automatiquement le micro va dire attention, le niveau de votre caisson de basse est trop élevé. Donc il suffit de régler les deux caissons de basse de manière à avoir le bon niveau. Donc voilà le niveau pour le deuxième caisson de basse. Vous voyez qu'on l'a réglé à peu près à 75 dB. Il faut savoir qu'une onde de grave, ça fluctue énormément et c'est très difficile de le faire à l'oreille. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une mesure précise et on sait exactement à combien il est par rapport à la position du micro. Donc là, mes niveaux étaient bons. On va continuer. S'il y avait 4 caissons, on aurait fait 4 fois cette manipulation-là. Donc maintenant, on va lancer la calibration. On ne va pas parler. On vous laisse regarder ce qui se passe à l'écran pour la position 1 qui est ici. Donc voilà la calibration finie. Vous avez vu qu'on est passé par toutes les enceintes. Il a envoyé une fréquence de 20 à 20 MHz. C'est une fréquence impulsionnelle qui va très très vite. Ça lui permet de mesurer tous les défauts acoustiques de la pièce. Donc on va avoir toutes les réverbérations. Sur certaines enceintes, il a testé à plusieurs niveaux de fréquence, surtout sur les caissons de basse. Il va jouer sur souvent 1 ou 2 niveaux de manière à pouvoir bien analyser ce qui se passe au niveau des graves parce que c'est vraiment l'élément le plus important. Et il va permettre de traiter ces informations qui vont corriger 512 points de mesure par enceinte de manière à avoir une courbe la plus proche possible d'une courbe cinéma chez vous. Donc on va avoir l'équivalent d'une calibration ou d'un traitement acoustique pratiquement dans votre appartement ou dans votre maison de manière à retrouver le son qu'on a dans une vraie salle de cinéma. Donc maintenant je lance la position 2. Donc je vais déplacer mon micro. Donc suivant, je vais déplacer mon micro à la bonne position. Donc voilà, on a réalisé quelques calibrations. Pour la vidéo, on ne va pas aller jusqu'au 8, mais je vous conseille d'aller au maximum, d'en faire au minimum 4. 8, c'est encore mieux.
Là, on va juste, pour simplifier la vidéo, s'arrêter là et on va continuer. Donc ici, vous voyez qu'après cette calibration, l'appareil va commencer à analyser les données de la pièce et va les traiter pour pouvoir les stocker dans l'ampli et pouvoir les utiliser après pendant l'écoute de film. Là, il va nous demander si on veut utiliser le Dynamic EQ. Le Dynamic EQ est une fonction que je vous conseille d'utiliser qui permet en fait de compenser les surrounds quand le signal va être faible. Si vous écoutez à bas volume par exemple, souvent les surrounds on les entend moins bien parce qu'ils vont passer sous le seuil du bruit ambiant. Donc pour pouvoir avoir des effets d'ambiance, je vous conseille de l'allumer et lui va constamment piloter par rapport au volume d'écoute. Si vous mettez à plus de 70 dB, vous allez vous retrouver à 100% au niveau normal sur les arrières. Par contre, dès que vous baissez le volume, les arrières vont doucement monter de manière à pouvoir garder cet effet d'ambiance comme si on était sur un niveau d'écoute normal en salle de cinéma. Donc là, je valide oui. Là, l'analyse des corrections va se dérouler. Ça va prendre quelques secondes le temps que tout ça se rentre dans les paramètres et dans le DSP de l'ampli. Vous voyez que ça va assez vite. Ce qui est aussi important, c'est que tout ce qu'on a fait là, on peut le faire avec l'application Odyssey App, qui permet d'aller beaucoup plus loin encore dans les réglages et d'avoir plus d'informations sur l'acoustique de sa pièce. On peut avoir des courbes avant, après, et même personnaliser ces courbes, changer un peu la courbe de référence cinéma pour ne pas avoir le petit creux dans les médiums et aussi avec une légère bosse à droite et à gauche de ce médium, plus la baisse dans les aigus, on peut vraiment corriger la courbe comme on le désire et avoir différentes courbes de référence. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller sur suivant. Et voyez que là, je peux déconnecter mon micro et on peut aller à l'étape suivante. Donc je déconnecte mon micro et je passe à l'étape suivante. Donc là, il va juste faire un récapitulatif de ce qu'on a fait. On a du coup fait une calibration Odyssey XT32. On voit qu'elle est activée. On a le Dynamic EQ activé puisqu'on l'a choisi. Et il reste un autre élément qu'on n'a pas activé qui est le Dynamic Volume, qu'on pourra régler dans les paramètres un peu plus tard dans le setup, qui lui est plutôt un système qui va faire une compression dynamique, qui va, en cas de pub, si vous regardez une chaîne télévisée avec de la publicité entre les films, avec des coupures de pub, vous pouvez amoindrir ces sauts de niveau durant ces arrivées de pub. Le seul défaut de ça, c'est que si vous regardez un film en streaming sans pub ou un film d'action en Blu-ray, bah ça va aussi, quand il va y avoir des fortissimos ou des montées, des explosions ou des actions avec beaucoup de bruit, ça risque de compenser et de baisser un petit peu la dynamique. Donc si vous voulez avoir les effets complets sur un film en streaming sans pub, dans ce cas-là, je vous conseille de le laisser en mode arrêt. Vous bénéficierez de la meilleure qualité audio possible. Juste l'utiliser sur des programmes TV avec de la pub. Si vous voulez, on peut regarder en détail ce qu'il a fait. Donc là, on va pouvoir voir que mes enceintes avant sont positionnées en mode grande. Ça veut dire que mes enceintes avant ont la capacité de gérer des graves. Donc elles peuvent descendre assez bas en grave. Donc il n'y aura pas de relais sur les subwoofers de la section grave des enceintes droite-gauche. Par contre, oui, pour la centrale, qu'il y a deux subwoofers, que mon mode subwoofer est en mode standard et non par zone. Et ensuite, on a mes surrounds. Vous voyez que mes surrounds ne peuvent pas gérer de grave, elles sont en mode petite, et mes surrounds arrière également. Vous voyez que j'ai aussi deux enceintes pour les surrounds arrière et que j'ai des avant-plafonds qui sont positionnés ici au plafond. J'aurais pu en rajouter, si j'avais rajouté un bloc de puissance, j'aurais pu avoir deux surrounds plafond arrière de manière à avoir encore plus d'effet Atmos, avec un bloc de puissance supplémentaire et des enceintes supplémentaires. Donc voilà, on a ici un court résumé de ce qui a été fait. On va aller sur suivant. Hop là, pardon, j'ai été un peu vite. Je reviens en arrière. Hop, je fais mon suivant. On va avoir les informations. Vous voyez ici aussi, j'ai mes niveaux, j'ai mes distances. Pour chaque enceinte, j'ai les distances en mètres, et vous voyez que toutes mes distances sont clairement indiquées.
voyez aussi que là, j'ai un caisson qui est à 5,34 m quand il est à peu près à la même distance que l'autre. C'est que c'est un caisson qui a un DSP interne et qui met un certain temps à traiter. Donc, de manière à compenser ça, il va décaler sa distance de manière à avoir une vraie position audio. En fait, c'est une position par rapport au son. Ça veut dire c'est comme il y a un traitement, il va le repositionner de manière à ce que le son arrive parfaitement en même temps à notre oreille. Donc ça, c'est juste des informations techniques. On va continuer ici. Donc là, on va avoir après les niveaux des enceintes. Donc vous voyez ici toutes les corrections des enceintes. Il n'y a pas de correction sur les graves, ils étaient bien réglés dès le départ, donc il n'y a pas plus de gain ou une diminution de gain. Par contre, sur mesurante gauche, vous voyez qu'il y a des écarts entre celle de droite et celle de gauche, parce qu'il y en a une qui est plus près d'un mur, donc automatiquement il y a plus d'effet, il y a plus de pression, donc automatiquement il va corriger de manière à avoir la même qualité audio. Après, on voit aussi que sur les avant gauche et avant droite, il y a une petite différence. Comme je suis ici pour la vidéo, je suis un peu assis devant l'enceinte gauche, donc automatiquement, il est obligé un peu de compenser ce qu'on a fait en calibration. Donc tout ça, c'est des paramètres qui vont être pris en compte, comme votre treble basse, un tapis, tout ce qui va interagir dans la pièce. Et tout ça va être compensé de manière à ce que vous ayez un son optimal au point d'écoute. Et ici, on voit les crossovers. Donc là, mes avants sont en mode total. Il n'y a pas de relais sur le subwoofer. Ma centrale va être relayée à partir de 60 Hz, mes surrounds à 40, mes surrounds arrière à partir de 80. Et mes plafonds, vous voyez que mes plafonds ne peuvent pas aller très bas en grave, donc elles vont être relayées dès 150 Hz, de manière à ne pas endommager les enceintes et avoir un grave qui est présent dans la pièce sans attaquer les enceintes au plafond. Donc maintenant, on va brancher nos antennes Wi-Fi et Bluetooth. Elles servent pour les deux transmissions. Donc on va aller positionner notre antenne devant les pas de vis, on va les visser jusqu'à la butée, de manière à ce qu'elle soit bien fixée et que la transmission se fasse bien. Et ensuite, on va positionner notre antenne vers le haut, selon la position de notre routeur Wi-Fi. Donc ça peut être légèrement incliné ou vers le haut, de manière à être en direction de son routeur. Si le routeur est en hauteur, je vous conseille un petit 45 degrés, ça permet d'avoir l'antenne qui va bien capter l'onde du routeur. Donc une fois qu'on a fait ça, il va essayer de se connecter à Internet et normalement, une fois qu'il se connecte à Internet, on devrait entendre une radio. Donc c'est parti, on lance et vous voyez, il fait le test. Là, on a directement une radio américaine. Donc mon ampli est connecté à mon routeur qui est connecté à Internet, donc j'ai bien un accès à Internet et je peux capter tous les services de streaming après si je les configure dans mon système. Une fois la configuration du réseau faite, on va pouvoir donner un nom à son produit, ce qui permettra de le retrouver sur son réseau. On peut le laisser en tant que Marantz Cinema 50, mais on peut également l'appeler Home Theater, donc on va le retrouver dans ses applications sous le nom de Home Theater ou dans son AirPlay sous le nom de Home Theater. On peut choisir tous les noms qui sont déjà préinstallés ici. Alors la plupart des noms sont en anglais, ce qui n'est pas très pratique, mais vous pouvez très bien ici régler un nom personnel. Donc il suffit de rentrer dans le menu, de lancer Autre et de créer le nom que vous voulez pour l'appareil, si c'est cave, salon, salle cinéma, etc. Un conseil, c'est d'essayer d'éviter tout ce qui est caractère accentué, parce que beaucoup de routeurs ne supportent pas les caractères accentués. Donc essayez de rester avec des caractères simples et éviter les espaces. Si vous avez un espace avec, je vous conseille d'utiliser un underscore, c'est la barre qui est en bas qui permet de faire un espace avec une barre. Ce qui est beaucoup plus performant pour tout ce qui est produit réseau. Une fois qu'on lui a donné un nom, on va aussi ici avoir l'option, est-ce qu'on veut pouvoir piloter son appareil par le réseau? Alors pour être simple, c'est si vous utilisez de la domotique, du contrôle par IP, ça veut dire des systèmes comme RTX, Crestron, Contrôle Fort, AMX, tous les systèmes domotiques disponibles qui sont compatibles avec le système, il faut pouvoir réveiller l'appareil pendant qu'il est éteint via la prise réseau. Donc là, c'est cette fonction-là qu'on va activer pour pouvoir l'activer à distance. Ça sera pareil pour Spotify Connect, AirPlay 2 et EOS. Donc si vous voulez utiliser tout ce qui est streaming, je vous conseille vraiment de l'activer. Ça vous évite d'aller sur votre ampli, attendre qu'il se connecte au réseau pendant environ 1 ou 2 minutes et après de pouvoir jouer votre musique. Là, automatiquement, vous envoyez sur votre appareil qui sera toujours présent sur votre réseau. Il va consommer moins de 2 watts, donc c'est pas énorme. On sera dans les 1, quelque chose.
et ça vous permet de pouvoir utiliser votre ampli de manière très pratique. Il suffit d'envoyer un signal et il va s'allumer sur la bonne source. Donc on va dire oui. Est-ce qu'on veut aussi que votre appareil se mette à jour automatiquement? Vous pouvez choisir oui ou non, mais ça c'est vraiment votre choix. Je vous conseille plutôt de le laisser sur oui, parce que s'il y a des évolutions techniques et des améliorations, vous en bénéficierez tout de suite. Faut savoir que la plupart du temps, les mises à jour se mettent pas en service quand vous utilisez l'appareil. Elles se mettront qu'une fois l'appareil éteint et souvent la nuit. Ensuite, il est important de régler son fuseau horaire, puisqu'en fait, tout votre réseau doit travailler et avoir la même information de fuseau horaire. Donc là, il suffit de choisir votre fuseau horaire selon votre position en Europe. Ensuite, on va connecter l'audio au téléviseur. Donc, on va tester si la télé est ARC ou IARC et essayer de récupérer le son de la télé. Donc là, on va faire suivant. Et automatiquement, si votre ampli est bien connecté sur la prise ARC de votre ampli, vous allez pouvoir avoir le son qui revient de votre Smart TV. Donc si vous utilisez des services en ligne de votre Smart TV, vous allez pouvoir bénéficier du son directement sur votre ampli via la prise HDMI qui va à l'ampli. Donc maintenant, on va aussi rajouter d'autres éléments. Donc ça peut être un Blu-ray, une set-top box, un Apple TV, tout autre appareil lecteur média que vous voulez connecter à votre produit. On va pouvoir le faire ici avec des étapes simples. Donc là, par exemple, je veux connecter un récepteur satellite ou un démodulateur qui vient de ma box, qui permet d'avoir la télé. Je vais pouvoir le connecter sur mon CBL-SAT ou sur l'entrée Media Player, Blu-ray, Game, auxiliaire, etc. Donc ça, c'est assez simple. Je vais choisir par exemple le Game ici. On va me demander de choisir sur quelle entrée je veux le connecter. Sur cet ampli, vous pouvez le voir, les 6 entrées HDMI à l'arrière sont 8K. Donc vous pouvez le brancher sur n'importe lequel de ces entrées et bénéficier de votre console de jeu. Et donc là, on peut faire un test. Là, j'en ai pas branché une, mais si j'en branche une, je fais suivant. Automatiquement, il va tester la connexion avec la console de jeu et afficher l'image de la console de jeu à l'écran. Donc là, si je fais suivant, comme j'ai rien branché, on ne va pas avoir un gros résultat, l'image va rester noire et il va me demander si j'ai bien connecté quelque chose. Voilà, il me demande d'allumer l'appareil parce que je n'ai rien de connecté. Donc là, dans notre cas, on va faire retour, mais ainsi de suite, pour tous les appareils, vous allez pouvoir les connecter et tester si la connexion est bonne. Donc là, on va passer cette étape et on va revenir dans le menu une fois qu'on a fait ça. Donc là, on va dire terminé dans notre cas, mais on pourrait rajouter tous les périphériques qu'on veut sur cet appareil. Ensuite, l'appareil va vous demander si vous voulez partager avec Marantz des informations d'utilisation. Alors, c'est des informations anonymes. On va plutôt voir à quel volume vous l'écoutez, si vous utilisez plus les entrées game que les entrées Blu-ray, si vous écoutez du streaming, si vous servez du Dolby, du DTS, etc. Mais tout ça reste totalement anonyme, c'est pour améliorer les produits. Donc ça, vous acceptez ou vous n'acceptez pas, c'est votre choix et à votre discrétion. Donc ensuite, vous avez d'autres possibilités. On vous conseille d'utiliser l'application EOS sur smartphone, sur iOS, Android et sur Kindle, qui vous permet d'utiliser toutes les fonctions de streaming. Vous allez avoir accès à Spotify Connect, à Deezer, à Tidal, à SoundCloud et TuneIn, plein d'autres services, et qui vont vous permettre de streamer vos services de musique préférés directement via l'application sur votre ampli Home Cinema. Vous avez aussi l'application AVR Remote qui est disponible, qui vous permet de remplacer la télécommande et de l'utiliser directement sur un smartphone. Donc tout ça est directement accessible via le QR code ici. Il suffit de scanner le QR code sur votre téléphone et ça va directement vous amener sur le store correspondant à votre produit, que ce soit App Store ou Google Play, pour télécharger l'application. Pareil pour la Marantz AVR. Et ainsi de suite. L'autre application qui existe, c'est l'AVR Odyssey. Donc ça, c'est une application qui est développée par Odyssey, qui permet d'aller plus loin dans les réglages de calibration qu'on a vu juste avant, dans la calibration Odyssey, qui permet de faire ses propres courbes, comme j'ai expliqué juste avant.
et d'aller beaucoup plus précisément et d'avoir de plus d'infos sur tout ce qui a été fait dans le système. Cette application est payante, elle vaut une vingtaine d'euros, mais elle permet vraiment d'aller beaucoup plus loin avec Odyssey. Et si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur votre produit, il faut savoir que dans les cartons, on met un mode d'emploi succinct qui est assez simple, qui est plutôt un guide de démarrage. Vu que le menu est assez simple et vous voyez qu'on n'a pas besoin de mode d'emploi particulier, mais si vous avez envie d'avoir plus de fonctions, plus de détails sur d'autres éléments, il suffit de scanner ça et vous avez le mode d'emploi qui va directement monter sur votre téléphone en PDF. Donc vous pourrez après naviguer dans ce mode d'emploi interactif directement dans votre téléphone. Voilà pour l'assistant de configuration. On a fait le tour de cette installation du Cinema 50. On va pouvoir terminer et vous voyez que maintenant, on va retourner dans le menu général de Marantz. Et tout ce qu'on a fait peut se retrouver directement dans la zone Setup. Et ici, vous voyez qu'on a tous les réglages audio, etc. On est passé par toutes ces étapes grâce à cet assistant de configuration de manière très simple et très intuitive. Si je retourne maintenant dans mon audio, ici, vous voyez que je peux régler Odyssey, que je vais retrouver tous mes réglages. Donc, je peux choisir mon mode Odyssey en référence ou en LR Bypass ou en flat. Le LR Bypass me permet d'éviter d'avoir une calibration sur mes enceintes principales. Si je vais sur flat, je vais avoir une courbe beaucoup plus linéaire qui est conseillée pour la musique puisqu'on ne va pas rajouter la courbe cinéma. La courbe cinéma est bien particulière, donc pour écouter des CD ou du streaming, je vous conseille de vous mettre en flat si vous utilisez la calibration Odyssey quand vous écoutez de la musique. Sinon, en mode référence pour les films. Ensuite, on a ici le Dynamic EQ que j'ai expliqué juste avant, donc on peut activer et on peut ici encore affiner ce Dynamic EQ puisqu'on peut l'augmenter ou le baisser pour avoir plus d'effets à l'arrière. Si on écoute à très très bas volume, on peut augmenter par pas de 5 jusqu'à 15 dB de manière à avoir un peu plus de niveau sur tout ce qui est effet surround. Le dynamique volume, ici, on peut le réactiver, et là, je le laisse par défaut éteint, mais aussi, on peut le régler et en faire un preset quand on regarde la télé, par exemple. Ça veut dire qu'on va sélectionner l'entrée TV, et on va dire systématiquement, quand j'ai l'entrée TV activée, avec un Quick Select, obtenir du dynamique volume. Ensuite, on a l'Odyssey LFC, c'est du Low Frequency Containment. Ça, c'est quand vous écoutez la musique tard le soir ou des films, et que vous ne voulez pas que vos basses aillent chez vos voisins, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Donc ça, c'est à votre choix. À vous de tester et vous avez différents niveaux, si vous l'activez, de réduction en fait, de cette transmission des basses dans d'autres pièces avoisinantes. Donc ça, c'est selon votre choix. On a aussi, comme on a là des réglages de volume, on peut changer la méthode d'affichage du volume de 0 à 98, ou on peut très bien dire je veux un volume plus professionnel, où on va travailler de moins 79 dB à plus 18 dB, ce qui est pour moi plus logique, mais pour beaucoup de gens préfèrent l'autre méthode, mais ça me permet de savoir de combien de dB je baisse mon niveau sonore. Ensuite, on a ici un mode de limitation du volume. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en gros, on peut limiter le volume de son ampli. On peut l'abaisser, ça veut dire que son volume ne pourra pas aller au max. On peut dire moins 10, moins 5. Ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez votre ampli et que vous faites du streaming et que vous voyez que vos enceintes saturent passé un certain niveau, qu'elles risquent de se détériorer, vous pouvez limiter le volume à ce niveau-là, ce qui fait que quand quelqu'un va utiliser une application de streaming et monter le volume parce qu'il est dans une autre pièce et qu'il n'entend pas bien, il ne sait pas à quel volume il va forcer, il risque d'endommager vos enceintes, et donc là, vous pourrez limiter votre système de manière à ne pas détruire vos enceintes. Ensuite, on a la même chose pour le niveau de démarrage. Vous pouvez choisir le niveau de démarrage à la dernière utilisation. Donc ça, c'est intéressant, mais
Moi, je vous conseille d'utiliser plutôt un mode qui va limiter le volume à un certain niveau, de manière à ce que quand il démarre, votre ampli démarre par exemple à moins 40 décibels, donc on entend un peu de bruit et après vous allez monter votre volume. Et pareil, ça vous évite, si quelqu'un a laissé l'ampli à fond avant de couper, de redémarrer à fond quand vous allez le démarrer. On a la même chose pour le réglage du niveau de sourdine, donc le muting. Donc le niveau de muting, on peut le faire complet. Dans ce cas-là, quand vous appuyez sur mute sur votre télécommande ou sur votre application, le son sera totalement coupé. Souvent, le problème qu'on voit avec ça, c'est que les gens oublient qu'ils ont muté leur ampli et leur ampli reste actif et va consommer beaucoup de courant. Donc, le mieux, c'est de régler une sourdine avec un niveau faible, à moins 40, ce qui fait qu'on entend l'ampli faire de la musique ou diffuser un film et on sait qu'on ne l'a pas éteint. Dans ce cas-là, on viendra l'éteindre manuellement ou avec la télécommande, mais on se rappelle que l'ampli est encore en fonction. Voilà pour les quelques fonctions qu'on a dans Audio. Ensuite, il y a le MDAX, qui est un mode qui permet d'améliorer tout ce qui est source MP3, WMA, etc. Tous les fichiers à compression et à perte. Donc, c'est des fichiers qui ne sont pas très bons, hein, tous les fichiers qui ne sont pas lossless. Et souvent, ce qui manque dans ces fichiers, c'est la partie des aigus et surtout cette dynamique et cette ouverture sonore. Donc, grâce à ce système, on peut retrouver un peu de ces aigus et un peu de cette dynamique et surtout cette image stéréo un peu plus présente que sur un fichier MP3 de base. Donc ça permet de restaurer des signaux. Et ça, pareil, vous pouvez aussi l'activer dans un Quick Select. Ça veut dire que quand vous allez directement lancer, par exemple, une plateforme de streaming et vous savez que cette plateforme de streaming n'envoie que des fichiers en basse résolution, vous pouvez dire « je le mets en mémoire » et automatiquement, sur cette entrée-là, le MDAX redémarrera et permettra d'améliorer ces signaux audio. Donc les paramètres sur onde là sont verrouillés puisqu'on a fait une calibration Odyssey et tout a été fait dans l'Odyssey. Sinon, il faudrait le faire de manière manuelle, comme l'équalisation graphique. Là, on est sur le mode Odyssey, donc tout est verrouillé et c'est l'Odyssey. Sinon, il faudrait retourner dans les paramètres généraux et se remettre en mode manuel pour avoir accès à ces fonctions. Pour la vidéo, on va retrouver d'autres fonctions. Donc, vous voyez qu'on peut ici configurer les HDMI. Donc la configuration des HDMI vous laisse plusieurs choix. Dans le mode pass-through, on peut le mettre en actif ou en arrêt. Mais là, on va mettre le pass-through sur une fonction différente. Donc, je veux écouter ma télé sans allumer mon ampli, mais le son passe par un décodeur externe qui est branché à mon ampli. Donc si je laisse mon ampli éteint, je n'ai pas de signal. Mais en fait, cet ampli permet de laisser passer le signal audio, même éteint. Alors je peux choisir sur la dernière source utilisée, mais si vous avez terminé tard la veille sur un jeu vidéo et que le lendemain c'est pour regarder la télé, c'est dommage parce que ça laissera passer que le son de la console de jeu et pas le son de votre récepteur satellite. Donc là, ici, je vais pouvoir choisir par exemple, systématiquement, je veux que ce soit mon récepteur satellite qui décode ou mon player qui passe au travers. Et dans ce cas-là, je peux regarder mon journal télévisé sans avoir à allumer mon système Home Cinéma si je n'ai pas envie d'avoir le système Home Cinéma qui tourne pour regarder la télé. Ensuite, j'ai d'autres fonctions intéressantes. C'est est-ce que quand j'allume mon ampli, ça allume ma source et mon ampli. Donc là, je peux choisir d'allumer ou mon ampli, uniquement mon ampli, ou seulement une des sources qui est connectée. Pareil pour le HDMI Control, je peux choisir de l'allumer ou de l'éteindre. Si je l'éteins, j'ai plus de fonction ARC puisque c'est lié. Et j'ai les commutations TV audio, tout ça va être désactivé. Donc je peux faire un choix, mais ça va arrêter beaucoup de fonctions. Sinon, je peux continuer à avoir une commutation TV audio. Est-ce que ça dit à mon ampli, quand je l'allume, arrête le son sur la télé et bascule le son sur mon ampli? C'est ce que va faire cette fonction. Sinon, ça laisse le son sur la télé et il faudra aller manuellement envoyer le son sur l'ampli. Donc le mieux, c'est de le laisser en marche quand on utilise une télé avec une fonction ARC. Donc dès que j'allume mon ampli, le son va être récupéré de la télé et votre télé deviendra muette. Par contre, le son sera diffusé sur l'ampli. Après, je peux désactiver les commandes. Donc là, elles sont toutes activées quand il y a marqué « tous ».
Et je peux dire que mes commandes ne vont allumer que les produits vidéo et pas les produits qui sont dédiés à l'audio. Et si, pardon, si j'active une source audio, ça n'active pas ma télé. Par exemple, si j'appuie EOS, ça n'allume pas ma télé. Si je mets tout, ça va allumer, quand je vais lancer un signal EOS, ça va allumer ma télé, ce qui n'a pas d'intérêt, puisque souvent c'est pour streamer de la musique. On n'a pas besoin d'avoir l'affichage de la source. Ça, c'est vraiment au choix. Vous pouvez le faire pour les vidéos uniquement. Et on a un mode d'économie d'énergie que vous pouvez activer. Alors ça, c'est très utile pour les personnes qui écoutent de la musique en fond sonore et qui ne veulent pas que l'ampli soit consommateur d'énergie. Ça veut dire qu'en fait, si vous utilisez l'ampli à faible volume, il va utiliser un bobinage différent qui consomme moins, qui a un peu moins de puissance. Par contre, dès que vous allez monter le volume, l'ampli va repasser sur le bobinage principal et consommer normalement et avoir toute son énergie et toute sa puissance. Donc c'est assez transparent. Je vous conseille de l'allumer. Après, il y a certains puristes qui préfèrent l'utiliser éteint puisque ça permet de ne pas avoir à un moment donné une légère saute de dynamique. Donc là, comme on était sur l'HDMI, bien sûr, ça resynchronise. On a le réglage des sorties. Donc la sortie, on peut choisir ici différentes sorties. Donc comme sur cet ampli, on a 3 sorties HDMI. On a 2 sorties qui sont simultanées, qui vont faire la même chose et qui peuvent être utilisées avec un télé et un projecteur. Donc on peut aussi dire que je ne veux utiliser que la sortie moniteur 1 ou que la sortie moniteur 2 ou en mode dual. Ce mode dual permet aussi une chose intéressante, c'est par exemple j'ai un souci, j'ai une télé qui est 4K et j'ai un projecteur qui est 1080p. Je veux pouvoir utiliser les deux en simultané, mais comme les sources ne pourront pas choisir entre le 4K et le 1080p, même si le projecteur est éteint, la synchro ne va pas fonctionner. Dans ce cas-là, on va mettre ici un moniteur 1 pour une des sources. On va faire un quick select, on va mémoriser que pour, par exemple, dans un usage, je veux regarder la télé, quick select, ça sera mode TV. Je vais mémoriser que ça soit le moniteur 1 qui fonctionne. Ensuite, je vais pour une autre source choisir moniteur 2 et je vais faire un quick select 2 pour mon projecteur par exemple. Donc j'aurai moniteur 1 ma télé, mon quick select 2 pour mon moniteur 2 et du coup j'évite tout conflit de format entre le 4K et le 1080. Donc ça c'est très intéressant pour ceux qui utilisent deux modes avec des produits qui ne sont pas sur les mêmes fréquences. Si j'ai deux diffuseurs 4K, je peux laisser en dual, il n'y a pas de souci. Le mode vidéo, je peux choisir automatique, game, film ou bypass. Ça, c'est vraiment au choix. Ça donne un peu plus de dynamique et ça va s'adapter à la console. Souvent, les consoles vont donner les informations. Je vous conseille vraiment, moi, de le laisser ou en automatique ou en bypass selon la qualité de vos sources. Ensuite, vous pouvez aussi upscaler si vous avez des vieilles sources qui ne sont pas 4K, ou ici vous pouvez upscaler toutes vos sources en 4K si vous voulez. Ensuite, on a le menu de configuration des entrées qui normalement a été fait dans le setup guide, en fait, dans l'installation automatique. Mais ici, vous pouvez toujours revenir et sélectionner d'autres entrées. Donc vous avez par exemple CBLSAT qui est sur l'entrée HDMI 1, vous pouvez très bien la placer sur l'HDMI 2. Donc tout ça est entièrement modifiable, hein. Je peux déplacer mon entrée CBLSAT sur l'entrée désirée. Je peux aussi très bien dire je ne veux pas ici de coax ou de l'optique. Tout est possible, pareil pour les analogiques. Donc je peux vraiment jouer comme je veux et déplacer mes entrées comme j'ai envie sur n'importe quel connecteur de l'ampli. Je peux les laisser en mode auto ou je peux forcer le type. Vous voyez que la TV audio est en ARC, je peux être en auto. Là, c'est que des HDMI, donc c'est automatiquement sur HDMI. Sinon, il va essayer de détecter quel est le signal entrant pour pouvoir diffuser le son. Je peux également, dans cette section, renommer mes sources. Alors normalement, la plupart des sources se renomment automatiquement. Maintenant, ça veut dire que si je branche une console, une Xbox, une PlayStation, automatiquement le nom va apparaître. Un Apple TV, le nom va être changé directement en Apple TV. Par contre, si ça ne le fait pas, vous pouvez ici renommer vos entrées comme vous le voulez, de manière à pouvoir retrouver vos périphériques. Je peux masquer mes sources. Imaginons que je n'utilise que 3 des entrées. Je peux les désaffecter, je peux les éteindre.
Et pareil, elles ne seront plus disponibles sur le sélecteur d'entrée, ce qui fait que si je veux passer de la source 1 à la source 3, ça va beaucoup plus vite puisque j'ai que 3 rotations à faire au lieu d'avoir à scroller à travers toutes les entrées si je n'utilise pas toutes mes sources. Donc je peux vraiment mettre cet ampli à ma main selon la méthode et mon utilisation personnelle. Autre fonction intéressante, on a le réglage des niveaux des sources. Faut savoir que chaque source a un niveau différent. Donc ici, je peux régler mon niveau. Donc je peux très bien dire que sur cette source, à l'heure actuelle, je pense que je suis sur CBLSat, je peux baisser l'entrée de mon CBLSat. Si je tourne mon sélecteur pour aller sur une autre entrée, je vais me retrouver avec mon 0 malgré le fait que j'ai enregistré ici -1. Donc je vais revenir en arrière, je vais tourner mon sélecteur d'entrée de manière à aller sur mon Media Player par exemple. Ici, je vais retourner dans le setup. Et si je vais dans mes entrées et mes niveaux d'entrée de source, vous voyez que pour mon Media Player, mon niveau est à 0 quand je l'ai réglé à -1 pour le CBLSat. Et là, ici, je vais pouvoir, pareil, dire « Ah, mon Media Player, quand je passe de mon Media Player à mon CBLSat, j'ai un niveau qui n'est pas du tout le même et ça me fait sursauter. » Donc là, ici, je vais pouvoir dire « Ah, bah lui, il a 4 dB ou 3 dB de moins que mon autre source. » Donc je vais pouvoir ainsi de suite aligner toutes mes entrées de manière à avoir le même niveau quand je passe d'une source à l'autre. Ensuite, on a les entrées. Donc là, on est dans la configuration Odyssey. Et ici, je peux voir mes résultats, ma configuration des enceintes, mon crossover, mon égaliseur de référence. Et si en mode référence, je vois tous les défauts acoustiques de ma pièce, et je sais qu'il a essayé de tendre vers quelque chose de totalement linéaire. Et je peux défiler comme ça sur toutes mes enceintes pour voir où ont été faites les corrections de manière à avoir une courbe la plus lisse possible. Donc ça, c'est, vous voyez, j'ai mon avant droite là qui a ici une baisse dans les graves. Donc ça va être compensé par l'Odyssée. Et ici, on voit dans les aigus, là, j'ai un pic dans les 8-9 kHz. Dans les médiums, là, c'est à peu près correct. Et je commence à avoir des problèmes dans les 100 Hz. Donc, automatiquement, le système Odyssey va le corriger. Alors, malheureusement, sur l'ampli, on ne peut pas voir tous les résultats. C'est pour ça que l'application Odyssey vous permet d'aller beaucoup plus loin et de voir le avant-après en calibration. Dans la configuration manuelle, si je fais une configuration manuelle, je peux retourner faire une affectation de mes amplis, savoir ce que j'ai. Donc là, vous voyez bien, j'ai 5 canaux plus des sur-handback, donc j'ai 7 canaux. J'ai 2 enceintes hauteurs, j'ai pas d'enceinte Dolby qu'on pose sur les enceintes, et j'ai 2 avant-plafonds dans mon agencement. Et si je veux revoir si j'ai bien connecté sur mes bornes, je peux revoir. Donc toutes les fonctions sont disponibles là. Je peux voir la configuration des enceintes, qu'on a déjà vu précédemment dans l'Odyssée, puisque là, il reprend les paramètres Odyssée. Et je peux aussi venir corriger ici 2-3 choses dans la configuration des enceintes. Je peux dire, ben non, finalement, je ne suis pas d'accord. Moi, je préfère qu'elle soit en petite. Donc, je vais revenir en arrière. Et du coup, l'Odyssée va recalculer de manière à renvoyer les graves de mes principales sur les caissons de basse. Ça va se faire automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Je peux revoir mes distances, mes crossovers et mes connexions de haut-parleurs. L'autre particularité de cet ampli, c'est qu'on peut rajouter ce qu'on appelle des transducteurs tactiles. En fait, ce qu'on appelle plus communément dans notre univers des butt kickers. C'est des systèmes qui viennent faire vibrer les canapés qu'on peut mettre sur les sorties subwoofer. Donc là, je peux configurer ici des butt kickers. Là, ils sont désactivés. Et je peux demander à quel moment ils vont travailler et à quel niveau pour faire vibrer mon canapé. Donc, c'est des éléments qu'on place sous le canapé et qui vont faire vibrer le canapé de manière à avoir encore plus d'effets et de sensations pendant les films. Et là, j'ai ici accès à mes présélections de HP. Ça, c'est quand j'utilise des systèmes comme Oro 3D avec une différente position des enceintes dans le système. Ensuite, j'ai bien sûr le réseau. Quand on rentre dans les informations, on peut avoir les informations de son réseau. Là, je suis connecté en Ethernet, j'ai mon adresse IP, mon adresse MAC en Ethernet et mon adresse MAC Wi-Fi. Donc ça, c'est intéressant si on veut retrouver son produit sur le réseau.
Pareil, ça c'est aussi intéressant puisque je peux directement taper l'adresse IP sur un navigateur Internet dans mon réseau et automatiquement j'ai une page web qui arrive avec la configuration de mon ampli directement sur la page web. Les connexions, on peut voir quel type de connexion, elle est connectée en filaire, donc ça c'est des informations assez basiques. On a les réglages, ici je peux rester en DHCP et si je ne veux pas, je peux faire une IP fixe avec mon propre masque sous réseau, ma propre passerelle et mes propres DNS. La commande réseau, ça on l'a vu précédemment, hein, c'est est-ce que je veux que mes commandes réseau soient toujours actives? Oui, ça permet de le piloter quand l'ampli est éteint, de le rallumer et de le sortir de veille. Le nom convivial, on l'a vu, c'est le nom de l'appareil qu'on peut renommer. Le diagnostic, c'est pour savoir si la connexion est toujours active et ça va nous donner ce qui est connecté. Est-ce qu'il y a une connexion physique? Oui. Est-ce que j'ai accès au routeur? Oui. Est-ce que j'ai accès à Internet? Oui ou non. Donc ça c'est important parce que souvent on n'arrive pas à streamer et le routeur continue à fonctionner, l'appareil est toujours connecté en Wi-Fi, on le voit en Wi-Fi, mais j'arrive pas à avoir mes services de streaming. De temps en temps ça peut être l'accès Internet qui est juste down, donc là il suffit d'aller vérifier ici ce qui se passe sur son réseau. Une fois qu'on a fait ça, on a d'autres éléments qui peuvent être intéressants. On a l'AirPlay. L'AirPlay est un système très pratique sur iOS. Ça permet d'envoyer n'importe quelle musique de n'importe quelle application via son téléphone iOS sur son appareil. Donc quand je vais avoir AirPlay, on va avoir le nom marrant de Cinéma 50 apparaître. Si vous l'avez renommé salon ou salle de cinéma, ce sera salle de cinéma. Mais je peux activer et désactiver l'AirPlay. Imaginons que vous ayez plusieurs systèmes AirPlay chez vous et que vous ne voulez pas obligatoirement utiliser l'AirPlay sur cet appareil. Vous pouvez ici le désactiver ou l'activer. La même façon pour Spotify Connect, si vous n'utilisez pas Spotify Connect, vous pouvez l'activer et le désactiver si vous ne voulez pas l'utiliser. Et pareil pour le Wi-Fi et le Bluetooth, vous pouvez ici activer ou désactiver le Bluetooth. Donc voilà pour la section réseau. Après pour le compte EOS, bah ça c'est tout simple, il suffit de créer un compte, c'est une adresse mail, un mot de passe. Ça permet de conserver tous vos favoris sur TuneIn, sur les services de musique, vos accès, vos identifiants d'accès sur Deezer, Tidal et SoundCloud. Donc ça vous permet en fait à l'ampli de pouvoir accéder à vos playlists et à vos services de musique. Dans le général, on va retrouver pas mal de choses. On peut choisir la langue, on peut avoir accès au manuel d'utilisation, donc là ça va être juste le QR code, le mode écho qui est réglable, l'émetteur Bluetooth, là on va pouvoir choisir si on veut utiliser l'appareil en émetteur Bluetooth pour utiliser un casque avec, ça veut dire que vous pouvez très bien écouter votre système en 5.1 et il y a quelqu'un qui n'entend pas très bien chez vous et qui a besoin de mettre un casque en plus pour avoir une meilleure qualité audio avec son propre volume. Vous pouvez ici activer votre émetteur Bluetooth. Une fois qu'il est activé, ici vous pourrez très bien après choisir comment fonctionne votre émetteur Bluetooth. Si le son va être diffusé en simultané sur le Bluetooth et sur vos enceintes ou uniquement sur le Bluetooth quand vous utilisez le mode Bluetooth avec votre casque. Et là, vous allez avoir les appareils connectés. Là, je n'ai pas connecté d'appareil, mais vous pouvez connecter plusieurs appareils et choisir lequel sera connecté. Donc en bas, vous pouvez faire un scan pour lister les appareils qui sont appairés avec l'ampli. Vous pouvez configurer la zone 2. Dans la zone 2, vous pouvez aussi dire je veux plus de grave, un peu plus d'aigu, régler le filtre passe haut, le niveau du canal gauche, le niveau du canal droit, savoir si c'est en stéréo ou en mono. Est-ce que vous voulez récupérer le son via la HDMI? Oui, non. Le niveau de volume, est-ce qu'il est variable? Ou à quel moment la limitation? Donc ça vous permet par exemple de tirer des câbles dans la cuisine et d'utiliser 2 HP dans la cuisine, avoir un autre son et vous pouvez régler tout ça à l'intérieur de votre zone cuisine, ce qui est pratique et ce qui permet d'avoir un choix d'enceinte assez large. Vous pouvez renommer les zones, hein. Vous pouvez bien sûr la zone principale, main zone, on peut l'appeler comme je dis salle de cinéma, ou la zone de cuisine ou autre, ça peut être dressing ou ce que vous désirez. Les quick select, les noms de ces présélections rapides, pareil, vous pouvez choisir présélection rapide, vous pouvez très bien appeler ça je regarde la télé, je joue à ma console,
J'utilise mon Media Player et ça, je joue de la musique à partir de EOS. Donc ça, c'est des 4 touches qu'on retrouve en bas de la télécommande. C'est des macros. On met l'appareil dans la position. On va dire par exemple, là, je regarde la télé, donc on va allumer l'entrée sur CBLSat. On va se mettre dans un mode audio particulier. On va mettre un certain niveau de volume. On va mettre certains réglages, une calibration Odyssey spécifique. Et quand on va appuyer sur 1, automatiquement, tous ces paramètres vont remonter et on n'aura besoin de rien régler sur sa télécommande. Ça va directement démarrer dans ce mode-là. Après, je peux faire, je joue à ma console, donc là, je peux très bien dire, je mets ma console de jeu en route à un certain volume ou via le Bluetooth. Et automatiquement, tous ces paramètres vont pouvoir monter sur une touche 2 et pareil pour tous les autres modes. Donc ça, c'est des macros générales qui permettent de faire des configurations rapides et pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités. C'est très pratique si on est plusieurs dans une famille et que quelqu'un ne sait pas très bien se servir de l'ampli. Par exemple, vous pouvez faire une configuration, je regarde la télé, par exemple, je regarde mon émission de télé avec mon Disney. Et automatiquement, pour les enfants, ils ont juste à appuyer, ça va allumer l'appareil qui correspond et ça va permettre d'avoir tous les modes réglés à un certain volume. Les sorties trigger, donc ça c'est les sorties 12 volts, c'est des contacts secs. Alors ça, pareil, je peux les activer selon certaines fonctions. Ça veut dire que je suis dans ma zone principale, je veux que mon trigger fonctionne. Je veux que mon trigger, quand j'allume ma zone 2, ben non, j'ai pas envie d'avoir mon trigger dans la zone 2, donc je le désactive. Je veux qu'il s'allume que quand j'utilise mon Blu-ray sur mon projecteur pour faire descendre mon écran. Donc là, je vais mettre marche. Je vais l'éteindre sur mon Media Player parce que je ne m'en sers pas pour ça. Et c'est que des Blu-ray que je vais utiliser dans ma salle de cinéma ou mon CBLSat. Donc selon les entrées, je vais pouvoir choisir à quel moment mon écran va descendre, par exemple si c'est sur un écran, ou je peux aussi dire j'avais allumé mon projecteur, tous les produits qui ont un trigger 12 volts. Ça peut être aussi un envoi trigger 12 volts sur des volets roulants, si on veut baisser les volets. Donc ça, c'est vraiment une solution pratique pour pouvoir faire une configuration automatique. Donc dès que je lance mon Blu-ray dans la zone principale, automatiquement, mon trigger va envoyer un signal 12 volts, mes écrans vont descendre et mes volets roulants par exemple, où vous pouvez vraiment faire d'autres choses ou allumer mon projecteur. Ensuite, l'afficheur façade, donc c'est pas toujours pratique et pas toujours sympa d'avoir sur l'afficheur ce LED bleu parce que ça peut être perturbant dans le noir parce que c'est assez lumineux, on n'a pas envie de le voir, donc on peut ici régler sa luminosité pour qu'il soit plus doux ou directement l'atténuer ou le rendre très sombre ou complètement l'arrêter. Donc là, j'ai plus rien du tout en façade. Donc j'ai différents niveaux d'afficheurs en façade. Micro-logiciel, c'est la section où on va pouvoir aller chercher une mise à jour, les informations de connexion. Donc ça, c'est intéressant parce que par exemple, je peux savoir quel type de signal audio rentre dans mon système. Si j'ai de la stéréo, c'est de la stéréo. Si j'ai du Dolby Atmos, ça va me marquer Dolby Atmos, des TSX, ça va me marquer exactement quel type de signal audio je reçois de mon lecteur, et que ce soit ou en analogique ou en numérique. Je vais avoir la même chose pour la vidéo, avec les informations. Par exemple, je vais avoir les infos du signal HDMI. Donc ici, là, j'ai une résolution 1080p, du RGB, du 8 bits, etc. La profondeur en pixels, les modes ALLM, QMS, QFT et débit FRL, si ceux-ci sont compatibles. Cet écran n'a pas toutes les fonctions, donc j'ai rien qui s'affiche. Mais si cet écran était compatible, 10 bits par exemple, j'aurais du 10 bits. Et si mes sources étaient compatibles ALLM et mon télé, j'aurais toutes les informations qui s'affichent ici pour savoir s'il reçoit bien toutes ces données par les DID. Pareil, ici je vois que sur le moniteur 1, je suis en HDMI 3 sur ma télé, que j'ai du HDR10 en compatibilité ou du HLG, que tous ces formats sont pris en charge par mon écran. Et du coup, je sais ce que je vais pouvoir faire avec cet écran. Pareil pour le moniteur 2, mais là, j'ai rien de branché sur mon moniteur 2. Voilà pour après, j'ai la zone. Donc, j'ai ma zone principale, ma main zone, qui va me dire la source sélectionnée, le nom, le mode son, le mode d'entrée, etc. Donc j'ai toutes les informations par rapport à mes entrées dans la zone principale, et idem pour la zone 2. Donc je vais pouvoir sélectionner aussi sur la zone 2 mon niveau de démarrage de la même façon. Et ça, c'est que les informations. Et ici, je sais que j'ai sélectionné Media Player, mais je peux aussi mettre dans la zone 2
source, si je marque le mot source, automatiquement j'aurai le même signal audio que ce qui est joué dans la zone principale. Les micro-logiciels, c'est pour savoir s'il y a des mises à jour. Donc là, automatiquement, je vais connaître la version de mon appareil et la version DTS de cet ampli, ainsi que les notifications. Là, il n'y a aucune notification, il n'y a pas d'alerte pour des mises à jour, etc. Et après, les données d'utilisation, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Sauvegarde et charger. Donc là, ici, je peux sauvegarder ma configuration sur une clé USB et je peux récupérer ma configuration d'une clé USB si j'ai déplacé mon ampli, modifié des choses, ou si je veux tester d'autres configurations et que j'ai un doute et que je sais que là, ça fonctionnait bien, je la sauvegarde. Je vais faire d'autres réglages, je suis perdu, je veux retrouver ce que j'avais, je peux réinjecter avec ma clé USB les paramètres. Ici, je peux verrouiller directement l'accès à ces fonctions-là sur la télécommande et sur le système. Il faudra aller déverrouiller pour pouvoir re-rentrer dans les menus, ce qui évite à des enfants de dérégler tout le système. Et ensuite, si je suis totalement perdu, je peux réinitialiser mon système pour revenir à zéro. Voilà en gros tout ce qu'on a sur un ampli Home Cinema Marantz, le Cinema 50.